Et pour poursuivre cette page consacrée à la campagne référendaire, un invité dans ce journal, Elisabeth Noir, vous recevez le député Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. Calédonie Ensemble, qui est l'un des partis autorisés, rappelons-le, à participer à la campagne officielle pour le référendum du 4 octobre. Philippe Dunoyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment se passe votre campagne? Quels en sont les points forts? On a sillonné la Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre et les îles comme en 2018, parce qu'on voulait évidemment avoir une campagne au plus près des Calédoniens, là où ils se trouvent. On a réussi ces rendez-vous, je dirais, en termes de fréquentation et surtout d'écoute. On a aussi innové dans le cadre de cette campagne. Je pense notamment à une opération qu'on a baptisée Food Truck, qui n'est pas un nom très francophone, je l'avoue, mais qui s'adresse aux jeunes, comme on dit, et qui a un grand succès pour aller justement essayer d'apporter une parole un peu plus difficilement accessible quand on est jeune électeur. Et l'opération qui s'est déroulée par exemple hier à l'université a été un succès. On a rencontré bien sûr les chefs d'entreprise, on a rencontré les agriculteurs, donc tout se passe bien. La réunion dans le Nord aussi de ce week-end s'est très bien passée. À Comac. Il nous reste à Comac. Il nous reste le grand meeting de clôture de la dernière semaine qui aura lieu donc mercredi à l'hippodrome. Et puis cette semaine, nous serons dans le sud, à Goro. Et nous aurons une réunion aussi au foyer wallisien et foutounien ce samedi. Quelle différence par rapport à la campagne d'il y a 2 ans et à votre ressenti sur le terrain? Est-ce que les Calédoniens vous semblent plus motivés, moins motivés, engagés dans cette campagne? Ceux qui ont la gentillesse de venir nous écouter montrent déjà qu'ils sont intéressés, évidemment. Ils montrent aussi une motivation, pour reprendre votre expression. Donc, je suis sûr qu'ils seront votants. Je pense pas avoir détecté ni une démotivation, ni même d'ailleurs une surmotivation, mais en même temps, on sait bien que dans une campagne, on ne rencontre pas tout le monde, donc c'est l'intérêt aussi de passer des messages, que ce soit dans les médias comme aujourd'hui ou sur les réseaux sociaux, puisque c'est un vecteur de communication, pour surtout rappeler à tous que le droit de vote, quand on l'a, c'est une chance, et quand, en l'occurrence, on en a un aussi exceptionnel que celui qui peut s'exprimer le 4 octobre, il faut vraiment l'utiliser. Alors, Calédonie Ensemble a publié son projet qui s'intitule « Construisons un consensus sur un avenir partagé pour notre pays ». Dans cette procédure référendaire, on est justement complètement à l'opposé du consensus. Pourquoi est-ce que vous avez voulu axer, vous, sur le consensus ? Parce qu'on est contre le processus que vous venez d'indiquer. Plus exactement, nous étions favorables, il était obligatoire, au premier référendum de 2018. Mais nous étions, depuis 2018, nous le sommes toujours, défavorables à l'organisation d'un deuxième ou d'un troisième, donc le deuxième il aura lieu, référendum binaire. Parce qu'effectivement, pour reprendre votre expression, interroger 2 ou 3 fois les Calédoniens sur une question aussi binaire, même si elle est très importante, c'est la certitude que nous allons nous opposer, les uns et les autres. Une majorité va se dégager, et je suis convaincu, en tout cas je milite pour que ça soit la même majorité pour le non qui se dégage le 4 octobre 2020 comme le 4 novembre 2018. Mais cette majorité qui est un fait, et qui est connue, a pas besoin d'être répétée. Par contre, elle ne constitue pas une solution. Ce que je vois aussi, c'est qu'entre 2018 et 2020, on a perdu quasiment tous les espaces, non pas quasiment d'ailleurs, tous les espaces de dialogue qui préexistaient à l'organisation du référendum de 2018. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. C'est en ça qu'on trouve ce référendum et le prochain, s'il c'était le même, dangereux pour l'avenir. Parce que il n'y aura pas d'avenir sans rétablissement du dialogue et sans recherche du consensus. C'est le sens, en tout cas du titre de notre projet, de la démarche qu'on porte, du référendum de projet. Et donc vous espérez, après le deuxième référendum, vous espérez une majorité, une victoire du non pour la deuxième fois à ce référendum, et vous espérez pouvoir réouvrir cet espace de dialogue. Vous pensez que c'est possible ? L'honnêteté aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vu les déclarations des uns et des autres, vu le boycott de tous les espaces qui ont pu exister, vu même la dénonciation de certains ensembles par des leaders indépendantistes notamment, aujourd'hui je suis non pas inquiet, mais préoccupé par cette absence de dialogue. Maintenant, c'est pas parce qu'on est préoccupé qu'il faut pas faire des propositions. Et notre proposition là-dessus, je rappelle qu'on est les seuls à pas avoir voulu le deuxième référendum. Donc là-dessus, on est d'une constance absolue. C'est véritablement qu'on prenne le temps après le deuxième. Il y en a qui en voulaient aucun, de référendum. Il y en a qui en voulaient aucun, mais le premier était obligatoire. Les deuxième et troisième étaient optionnels. Le premier a donc eu lieu. Les deuxième et troisième sont des options qui aujourd'hui dégradent la situation et le climat politique. Donc ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut changer la perspective. Il faut rétablir le dialogue. Travailler pour un avenir partagé, évidemment, puisque c'est le sens du chemin qu'on a parcouru depuis 30 ans. Et c'est quand même pas très compliqué de reconnaître, même si la campagne fait dire à certains des choses un peu définitives, que ces 30 années ont été 30 années de progrès.
Bien sûr que la réussite n'est pas présente à tous les niveaux, mais on a progressé tous ensemble pendant 30 ans. Et depuis 30 ans, grâce à 2 clés, le dialogue permanent, indépendantiste ou indépendantiste, et avec la présence de l'État, j'insiste, puisque c'est un sujet dans le cadre de ce référendum 2020, et le consensus à rechercher. Pourquoi c'est important ? Parce que si on bâtit ce consensus, et on fait des propositions, mais elles sont évidemment critiquables, elles sont à compléter. Si on bâtit ce consensus et qu'on construit un projet tous ensemble, et que ce projet est soumis aux Calédoniens par référendum, d'où le référendum de projet. Là, pour le coup, on va passer d'une majorité de non à une question binaire, à une majorité très large de oui à un projet qui va nous fédérer. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus utile de trouver des réponses ensemble aux problématiques des Calédoniens plutôt que de s'opposer 3 fois en 4 ans. Alors c'est pas l'objet de cette campagne, mais quand même les loyalistes, eux, ont proposé également leur projet. Vous l'avez lu sans doute, j'imagine. Oui. Eux aussi, ils proposent un nouveau cadre juridique, proposer la validation des Calédoniens par référendum, comme ce fut le cas en 98 pour l'accord de Nouméa. Un nouveau statut constitutionnalisé de manière pérenne. En fait, ça ressemble à ce que vous voulez. C'est peut-être plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs, que tous les partisans du non voient les choses comme ça pour l'avenir. Alors, je suis d'accord avec vous, et je l'ai indiqué hier lors du débat télé. J'ai noté, comme vous, le glissement sémantique entre 2019 et 2020. Il n'a pas fallu beaucoup de temps, parce qu'en 2019, il y a eu une campagne pour les provinciales. Alors, on ne va pas faire une hiérarchie non, mais dans je le temps. sais Et pas. Qui a dit quoi avant ? Parce qu'il y a d'autres peut-être qui l'ont dit aussi avant vous. Oui, mais il y a eu une campagne pour les provinciales en 2019. Il y avait une campagne pour l'accélération des référendums en 2019. Pas pour la présentation d'un référendum de projet. Qu'aujourd'hui, les loyalistes et donc l'Avenir en Confiance privilégient une option de la construction d'un projet à condition qu'il soit consensuellement validé par tout le monde, c'est la démarche dans laquelle on est inscrit, c'est celle qu'on promeut, c'est la seule qui vaille, c'est la seule voie qui va nous permettre de continuer d'avancer tous ensemble. Et pourquoi je dis ça ? Parce que il va falloir que chacun d'entre nous retrouvions la capacité à discuter et à faire des pas les uns vers les autres. Je le dis parce que ça peut pas être un projet qui est en rupture. Un projet d'indépendance, c'est forcément en rupture par rapport à une situation qu'on vit. Donc, on peut pas être dans ce projet en rupture parce qu'il ne va pas fédérer autour de lui. Parce que je ne crois pas qu'il y aura de baguette magique qui va résoudre les inégalités, la délinquance ou l'échec scolaire. Ça peut pas non plus être un projet de retour en arrière, ou de partition. Parce que si on revient sur les acquis de ces 30 années dont je parlais tout à l'heure, là aussi, il ne peut pas y avoir de fédération des esprits et des volontés autour d'un projet. Ce qu'il faut, c'est nous retrouver, prendre le temps. Il faut que l'État prenne des initiatives. J'ai eu l'occasion de le dire, donc je profite de cette occasion pour le redire à vos auditeurs. L'État est un partenaire actif. Il n'est ni un greffier, ni un arbitre, ni un spectateur. Et il doit vraiment reprendre la main avec nous sur ce dossier pour que nous créions un espace, des espaces, il nous faudra du temps, et qu'enfin on propose aux Calédoniens de valider quelque chose. Je rappelle que c'est ce qui s'est passé en 1988. En 1988, les Calédoniens et les Français ont dit oui aux accords Matignon-Oudinot. En 98, les Calédoniens ont dit oui à l'accord de Nouméa. Et donc, pourquoi ils ont dit oui ? Ils ont dit oui parce que le projet était construit par les deux sensibilités. C'est la même démarche qu'on propose. Alors, en attendant cet avenir partagé, on est donc confronté à ce référendum binaire, que certains diront brutal. Vous, quelles sont vos raisons de voter non ? Celle de Philippe du Noyer et au-delà, celle de Calédonie Ensemble. Elles sont nombreuses. Alors, on a dit dans cette campagne, je vais rester dans le cadre de la campagne, que notre non était un non calédonien de respect et de projet. C'est 3 façons de présenter plusieurs raisons du non. C'est un non calédonien parce que on pense qu'il faut toujours travailler, ça fait l'objet d'une des propositions d'ailleurs de notre brochure, sur l'identité calédonienne, sur les valeurs qu'on a en partage et sur les symboles qui peuvent représenter cette identité calédonienne. Pour nous, elle est déterminante. On pense notamment à l'adoption d'un drapeau commun comme le prévoit l'accord de Nouméa ou la loi organique. C'est un drapeau en commun. Un drapeau commun, oui, on peut dire en commun, je dis un drapeau commun. Lorsque on dit un nom de respect, c'est là aussi une manière de redire, il va falloir qu'on revienne aux fondamentaux qui nous ont guidés depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on se respecte, et on attend du respect mutuel, évidemment. Donc on respecte les partisans du non, du oui, pardon. Il faut que les partisans du oui respectent notre non. Il faut bien sûr pas tomber dans du communautarisme, pas de propos haineux ou agressifs à l'égard d'une communauté ou d'une autre, parce que on est tous ici
calédoniens, on a des sensibilités, des histoires différentes, mais on est tous calédoniens. Et puis c'est un nom de projet, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a d'autres raisons, très rapidement. La France n'est pas là par hasard, c'est une histoire ancienne, c'est elle qui a fait aussi que nous sommes aujourd'hui là où nous trouvons. C'est notre langue, c'est notre histoire, c'est notre école, c'est elle qui assure notre sécurité intérieure, puisqu'elle a en main l'ordre public et la justice, c'est elle qui assure notre sécurité extérieure, puisqu'elle a en main la défense et une partie des relations extérieures. C'est elle qui assure notre sécurité monétaire. C'est important pour les auditeurs parce que si le franc CFP représente ce qu'il représente aujourd'hui, c'est parce qu'il est adossé à l'euro et que l'euro est une monnaie forte. C'est important pour notre pouvoir d'achat ici et à l'extérieur, même si malheureusement aujourd'hui on sort peu. Enfin, on ne peut pas le faire. Donc la France aussi, bien sûr, finance un certain nombre de dépenses en Nouvelle-Calédonie dont on n'a pas la capacité de se priver également. Mais c'est plus que ça, la France. La France, c'est cet espace, ce que j'aime bien à dire, cet espace de liberté qui nous a été accordé par la 5e puissance du monde en nous donnant toutes les compétences. Nous exerçons aujourd'hui toutes les compétences, sauf les compétences régaliennes. Et dans cet espace de liberté, très vaste, on a le droit de s'organiser, de prendre des décisions, de prendre des lois, de créer des institutions comme un gouvernement. C'est-à-dire qu'on a tous les avantages et aucun inconvénient. Donc je ne comprends pas pourquoi et vers quoi on irait de mieux, puisque les problèmes qui existent aujourd'hui, que les Calédoniens connaissent, sont entre les mains des institutions calédoniennes. La France n'est pour rien dans la délinquance, elle n'est pour rien dans les inégalités que certains regrettent à juste titre, etc. Donc c'est nous qui avons déjà les clés. Et il n'est pas vrai de penser que l'accession à un statut de pleine souveraineté réglerait du jour au lendemain ces problématiques-là. Nous avons les clés entre nous. C'est nous qui les avons. Il faut simplement que notre statut, et je conclurai là-dessus, il soit pas daté ou avec une date de péremption, entre guillemets, pas sur 10 ans, pas sur 20 ans. Et c'est ce qu'on propose aussi. Le projet qu'on voudrait mettre en place, c'est un projet, on va dire, pérenne ou sans fin, qui donne de la visibilité aux Calédoniens, qu'ils auront approuvé, donc qui sera plébiscité, donc démocratiquement incontestable, qui intégrera le droit à l'autodétermination, parce qu'il y a des débats là-dessus, mais le droit à l'autodétermination est un acquis, il n'y a pas de problème là-dessus, et s'il doit s'exercer, pouvoir s'exercer, qu'il s'exerce, c'est pas un souci. On constitutionnalisera ce projet qui aura été validé, et nous serons sécurisés sur le long terme, tous ensemble, à continuer d'essayer de répondre aux problématiques du quotidien. L'un des thèmes de la campagne en attendant, c'est, comme il y a 2 ans d'ailleurs, beaucoup l'argent, et l'argent de la France. Les indépendantistes affirment aujourd'hui qu'ils pourront financer les budgets publics, que la France continuera à verser son aide financière, que les retraites et les aides sociales seront maintenues, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Ils se leurrent? C'est du mensonge? C'est de la propagande? Moi, je me permettrai pas de qualifier de menteurs les uns ou les autres. Non, mais c'est assez simple. À part les retraites, parce qu'une retraite, c'est un acquis personnel. Donc, qu'on soit dans un pays ou dans un autre, on a droit à sa retraite. Je pense à la retraite versée par l'État, puisque c'est de ça dont on parle. Sinon, pour le reste, il faut avoir en tête que ces dépenses de l'État en Calédonie représentent 155, 160 milliards à mettre en relation avec les 180 milliards d'impôts et taxes prélevés chaque année par les institutions. Ce qui signifie qu'on est sur un rapport quasiment égal. Donc c'est pour donner une idée aux gens, si on devait ne plus avoir ces 155 milliards, il faudrait augmenter de 80% tous les impôts. Mais plus précisément, on ne peut pas considérer que si nous accédions à la pleine souveraineté, l'argent continuerait d'être versé de la même manière. Ce n'est pas vrai, puisque tous les pays qui sont indépendants, s'ils bénéficient de l'aide de la France, c'est sous la forme de l'aide au développement. Et l'aide au développement, chaque année, effectivement, est versée par la France à différents États dans le monde, mais avec un volume beaucoup plus faible. Et je prends une illustration parce que j'ai été chercher un montant à peu près analogue aux 155 milliards, et nous avons trouvé un montant versé par la France à l'Afrique subsaharienne qui compte 1 milliard d'habitants. C'est à peu près ce montant-là que la France verse pour 1 milliard d'habitants chaque année. Donc non, bien sûr qu'on ne peut pas escompter, même en demandant très gentiment, à ce que la France continue de verser cet argent-là de cette même manière. Qu'il nous aide, oui, potentiellement, mais à l'échelle, à la mesure de la population qu'on est déjà, c'est-à-dire 280 000 personnes. Et qu'on demande à l'État de continuer de verser ou de compenser le transfert de l'enseignement. Aujourd'hui, ils le font parce que l'accord a été passé dans le cadre d'une Nouvelle-Calédonie inscrite au sein de la République. Évidemment, naturellement, la France ne paye nulle part dans le monde les dépenses d'enseignement d'un pays qui est devenu indépendant. Il ne le fera pas en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a peut-être sans aller à la fabulation ou à la propagande, il y a peut-être l'espoir de trouver des solutions. Moi, je note qu'il n'y a pas
de présentation de solutions fermes et définitives, claires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc si on bénéficie de ces 155 milliards, et même si leur part, par rapport à la richesse construite localement, diminue, et c'est tant mieux puisque la richesse augmente, la richesse créée localement augmente chaque année, il faut le dire, même si aujourd'hui c'est plutôt la morosité qui gagne. Cette part, ces 155 milliards, c'est une somme colossale dont on bénéficie parce que nous sommes une collectivité de la République, comme toutes les autres collectivités, mais en étant la seule à disposer de cet espace de liberté. Donc véritablement, on est gâté par l'organisation qui est mise en place, et il ne faut surtout pas que nous risquions de perdre 5, 10, 15 ou 20% de ces 155 milliards, et a fortiori pas la totalité. En attendant, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Vous le disiez tout à l'heure, c'est un partenaire de l'accord de Nouméa, de l'accord de Matignon, l'était également. Il est très silencieux aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette campagne référendaire. Ça vous semble normal ? Et est-ce que vous auriez souhaité plus d'intervention, plus d'interventionnisme ? Il y a eu le document sur les implications du oui et du non. Il vous paraît suffisant ? Il est bien que ce document soit sorti de manière un peu plus visible en 2020 qu'en 2018. C'était pas dur, parce que de toute façon, il n'avait pas été distribué, donc on pouvait pas faire moins bien. Donc c'est bien de donner des informations aux électeurs. C'est toujours bien. Est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr que non. Évidemment non. Et c'est pas simplement dans le cadre de la campagne. Ce que je voulais dire, et ce qu'on a dit d'ailleurs au nouveau ministre de l'Outre-mer, Monsieur Lecornu, quand on a échangé avec lui, c'est qu'il faut sans attendre l'année du référendum, et en fait dès le lendemain du référendum, que l'État reprenne pied dans le dossier calédonien pour préparer, discuter, rétablir les espaces de dialogue, préparer les discussions à venir, rechercher les consensus avec nous. On voit bien dans notre histoire récente que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, honnêtement. C'est bien à Troyes, et avec une impulsion très forte de Michel Rocard en 1988, que les accords Matignon et Dino sont sortis. Sinon, on était en plein événement, on n'était pas porté à serrer la main. On voit, même si le climat était différent en 98, qu'il y a eu aussi une impulsion très forte de l'État, accompagnée localement, bien sûr, et donc la même chose manque aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve 2018-2020. Si je compare le référendum et les conditions d'organisation 2018, saluées et travaillées consensuellement par tout le monde, avec celle de 2020, sur lequel on est d'accord sur rien, on n'est même pas d'accord sur la date, Madame Noire. On est d'accord sur aucune modalité d'organisation nouvelle qui ont été préparées. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas été préparées, anticipées, discutées sous l'impulsion de l'État. Donc il faut tirer des enseignements de ce constat-là. Il ne faut pas juste se dire on va en réussir un en 2018 et en rater un en 2020. Attention, chaque référendum est un nouvel événement. Il faut le considérer de manière isolée. Et c'est pas parce qu'on a réussi 2018 qu'on va réussir les prochains. 2020 va le montrer. Je rappelle qu'il y a déjà, et vous allez le recevoir bientôt, des déclarations sur la pré-contestation du résultat du référendum du 4 octobre. Ça a été dit au Congrès par M. Mapou au moment du débat sur l'utilisation de l'emblème tricolore. Il a considéré, et les indépendantistes ont considéré que l'État prenait parti. Ils ont considéré qu'il ne fallait plus discuter avec les non-indépendantistes, mais seulement avec l'État, à condition qu'il ne soit un peu impartial. Ils considèrent qu'il est plus impartial. Donc ça veut dire qu'avec qui ils vont discuter à ce moment-là, les indépendantistes? Dans quelle spirale infernale on se trouve tous ensemble aujourd'hui? Il faut arrêter cette spirale, prendre notre souffle après le référendum du 4 octobre, et qu'à Troyes, comme ça a marché depuis 30 ans, on retrouve le chemin de la table de discussion, et qu'on propose aux Calédoniens autre chose qu'un référendum et une question qu'ils vont rejeter 2 ou 3 fois. 2 points. Le premier, est-ce que vous craignez vraiment que c'est le fait qu'il n'y ait pas d'accord sur un certain nombre de points, ou qu'il y ait eu des tensions dans la préparation de ce référendum, vous avez des craintes pour le déroulement du scrutin lui-même, le 4 octobre ? Non, je ne vais pas aller jusque-là. Non, ce serait bien excessif de ma part. Et puis, je pense que la sagesse collective, la sagesse des Calédoniens va l'emporter. Mais la contestation politique, la pré-contestation politique du résultat, l'absence de tout consensus sur les nouvelles modalités d'organisation. On n'est pas d'accord sur la date, on n'est pas d'accord sur même l'allongement de la semaine d'inscription dans les bureaux de vote délocalisés dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, tous ensemble, je veux dire, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus sur l'utilisation ou pas des emblèmes nationaux. Alors, les uns sont d'accord d'un côté, les autres ne sont pas d'accord de l'autre, et réciproquement. Cette absence de consensus, qui est constatée par les observateurs de l'ONU, puisqu'on les a reçus et ils le voient aussi. Cette absence de consensus, elle crée un climat délétère. Et comme par hasard, il n'y a plus aucun espace de dialogue qui soit activement animé par l'État avec la participation de tout le monde. Ils sont boycottés.
ils sont boycottés. Et on est toujours, je le rappelle, même sous la demande du départ de monsieur le haut-commissaire et du général commandant les forces armées. Donc c'est pas du tout le même climat qu'en 2018. Et on va pas en sortir en se disant, c'est pas grave, on aura un résultat, le non va l'emporter, je le souhaite, et du coup, on aura raté 2020, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que la spirale est mauvaise. Et donc il faut s'arrêter avec ce type d'organisation, je dirais, mécanique, d'un référendum, parce qu'il est prévu potentiellement, et trouver une autre solution, c'est le référendum de projet. Deuxième point, comme parlementaire, vous êtes député, je rappelle, alors vous êtes un peu coincé en Nouvelle-Calédonie pour l'instant à cause de la Covid, mais quel rôle est-ce que vous pouvez jouer, et est-ce que vous jouez ce rôle de parlementaire qui permet de faire le lien entre la Calédonie et les représentants de l'État ? Je le souhaite, je le pense aussi. Maintenant, ce sera aux Calédoniens d'en juger lorsque les prochaines élections arriveront aussi, parce que j'aurai quand même un bilan à présenter, mais plus 2022. Concrètement. Pardon ? 2022. Oui. Mais plus concrètement, oui, on passe du temps. Alors, je dis on parce que je ne suis pas tout seul. Le soir, parce que c'est le décalage horaire qui le veut, mais il n'y a pas de problème. Notamment avec donc les cabinets nouvellement installés du Premier ministre, et du ministre des Outre-mer également. Ils n'ont pas dit grand-chose sur la Calédonie depuis leur installation. Non, alors la nouvelle conseillère outre-mer de M. Jean Castex, du nouveau Premier ministre qu'on a eu, avec qui on a eu un entretien il y a 3 semaines, était arrivée depuis 10 jours. Donc c'est quand même tout nouveau et il faut lui laisser du temps. Demain soir, j'aurai un entretien avec le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu. J'ai déjà eu M. Lecornu au téléphone pour lui faire part des différents sujets, à la fois ceux du référendum, mais d'autres sujets qui préoccupent les Calédoniens également, parce que le sujet de la continuité territoriale, je vais vous donner un scoop. Enfin, une réunion va être organisée par le ministère de l'Outre-mer sur ce sujet qui était totalement fermé, à notre demande pressante, pas que la mienne bien sûr, mais celle des députés ultramarins, dans 2 jours. Ça sera la nuit, mais c'est pas grave. Sur l'ITR, qui est un sujet qui préoccupe les retraités aussi, calédoniens, on a des débats. Sur la survie de la compagnie aérienne, Air Calin, on a des débats. On a saisi par écrit Monsieur le Premier ministre sur la transformation d'une partie du prêt. Parce que c'est pas un sujet anodin de se voir aujourd'hui, seulement aidé sur le chômage partiel avec un prêt et pas une aide directe. Là, par contre, on est moins bien traité que les autres parties de la République. Donc, que ça soit par courrier, par téléphone ou par visioconférence, oui, la période reste active, même si j'aurais préféré pouvoir aller physiquement en commission des lois ou dans l'hémicycle défendre des amendements, mais il y a des outils maintenant informatiques qui permettent de pallier cette absence. Une question d'actualité pour terminer, peut-être la proposition récente du groupe UCFLNKS de transfert de l'article 27. Vous êtes opposé au transfert de ces compétences. Comment vous réagissez à cette proposition qui intervient un peu comme un cheveu sur la soupe, on va dire ? Oui, on l'a dit par communiqué, donc je vais le redire rapidement. C'est très étonnant à quelques encablures d'un référendum que les partisans du oui souhaitent et prétendent gagner, et qui va donc accorder toutes les compétences à la Nouvelle-Calédonie, de se demander si on pourrait pas transférer les compétences de l'article 27. C'est anachronique au sens premier du terme. Ça, on trouve pas que ça ait beaucoup de sens pour être plus direct. Donc, bien sûr, on va pas soutenir cette demande, et ça nous permet de dire aussi attention à pas découper les discussions qu'il faut qu'on ait à l'avenir sur tous les sujets par petits bouts. Il faut qu'on cherche un consensus sur la globalité des sujets qui se posent. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on en discutera. Nous, on n'est pas d'accord sur le transfert de l'article 27, mais peu importe. Il faut que les sujets arrivent tous ensemble, parce que si, par petits bouts, une proposition à droite, une loi à gauche, un débat au milieu, on finit par se poser des questions sans les traiter dans un ensemble, on ne pourra pas avancer tous ensemble. On ne pourra pas. Il faut traiter toutes les questions en même temps, se les poser tous ensemble, rétablir le dialogue. Je ne peux m'arrêter de le dire parce que je suis très préoccupé de voir sa disparition aujourd'hui, et enfin de construire un projet tous ensemble, pas arriver avec son projet assigné en bas à droite, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est un projet à construire. Chacun vient avec ses propositions, on retrouve les fils d'un équilibre, on constate qu'il y a un fait politique majoritaire contre l'indépendance, et on en tire une solution politique. C'est la démarche que nous souhaitons vraiment, alors qu'on propose et que nous souhaitons vraiment qu'il soit suivi par nos partenaires politiques et par l'État. Philippe Dunoyer, merci. Qu'est-ce que, pendant ces quelques jours qui nous séparent du référendum, encore des meetings, des réunions de terrain C'est ça, d'ailleurs, je disais, donc à Yaté, à Goro ou au foyer wallisien ce week-end. Et puis, on a aussi des opérations un peu moins médiatiques, mais qui existent. Et nous sommes chez l'habitant quand les gens ont la gentillesse de nous inviter aussi. Merci d'accepter notre invitation. Merci de votre invitation.